Il y a un arbre dans mon jardin dont je suis honnêtement un peu gêné de parler. Un pommier adulte, en pleine santé, magnifique, avec des feuilles d'un vert si vif qu'elles semblaient peintes, qui n'avait pas produit un seul fruit en 7 ans. 7 années d'arrosage, de fertilisation, de taille minutieuse, à suivre chaque conseil de tous les forums de jardinage que je pouvais trouver. J'ai dépensé environ 200 $ en stimulateurs de floraison spécialisés, en suppléments de phosphore et en vaporisateurs d'hormones qui promettaient de libérer le potentiel de fructification. L'arbre a simplement continué à pousser, luxuriant, feuillu, absolument sans fruits. Le matin où tout a changé, je ne suivais aucun conseil d'expert. J'étais frustré. Je me suis approché de cet arbre, j'ai roulé un journal aussi serré que possible et j'ai frappé le tronc. Pas par démarche scientifique, par pure exaspération. Mon voisin m'a regardé par-dessus la clôture avec une expression qui disait clairement qu'il reconsidérait notre amitié. Mais 11 semaines plus tard, pour la première fois en 7 ans, cet arbre était couvert de fleurs. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Alors j'ai commencé à creuser, pas dans le jardin, mais dans des documents de recherche, des archives agricoles, et ce genre de littérature horticole obscure que plus personne ne lit. Ce que j'ai découvert n'a pas seulement expliqué pourquoi mon arbre a finalement fleuri. Cela a révélé quelque chose de bien plus grand, un mécanisme que les agriculteurs connaissent depuis des milliers d'années, que la science végétale moderne a entièrement documenté, et que l'industrie des engrais et des stimulants de culture pesant 200 milliards de dollars n'a absolument aucun intérêt financier à vous révéler. Car voici la vérité qui va recadrer tout ce que vous pensez savoir sur la culture des arbres fruitiers. Votre arbre n'a pas besoin de plus de nutriments pour produire des fruits. Dans de nombreux cas, il a besoin du contraire. Il a besoin de croire, sur le plan biologique, qu'il pourrait ne pas survivre, que cela pourrait être sa dernière saison. Et vous pouvez déclencher cette réaction pour exactement 0 $. Ce que je vais vous montrer n'est pas une astuce de jardinage. C'est une fenêtre sur la façon dont les plantes pensent, survivent et décident quand se reproduire. C'est une histoire qui commence dans les anciennes oliveraies de la Méditerranée, traverse les manuels agricoles romains, fait un détour par un laboratoire de l'Université de Columbia en 1973 et se termine dans votre jardin, avec un journal roulé et un arbre qui est enfin prêt à vous donner tout ce qu'il retenait. Restez avec moi, car à la fin de ceci, vous ne regarderez plus jamais un arbre fruitier en difficulté de la même manière. Bien avant que quiconque n'ait entendu parler de sacs d'engrais empilés dans une jardinerie, bien avant que le concept de stimulateur de floraison n'existe dans aucune langue, les agriculteurs de l'ancienne Méditerranée savaient déjà quelque chose que l'horticulture moderne a mis des décennies à redécouvrir. Ils savaient qu'un arbre à l'aise est un arbre paresseux, et ils savaient exactement quoi faire à ce sujet. Dans les oliveraies de la Grèce et de la Rome antique, des oliveraies qui, dans certains cas, produisent encore des fruits aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les agriculteurs pratiquaient quelque chose qui semblerait absolument brutal à un jardinier moderne. Lorsqu'un olivier devenait fort et feuillu mais refusait de fructifier, ils ne le nourrissaient pas. Ils le battaient. Ils utilisaient des gourdins en bois, les extrémités contondantes d'outils agricoles, parfois le côté plat d'une pierre. Ils frappaient le tronc à plusieurs reprises, non pas dans l'intention d'endommager l'arbre, mais dans le but très précis de l'effrayer pour le pousser à se reproduire. Les Romains avaient même un nom pour le principe qui sous-tendait cette pratique, ancrée dans leurs écrits agricoles. L'idée qu'un arbre doit ressentir sa propre vulnérabilité avant de s'engager à porter des fruits. Pline l'Ancien, écrivant au 1er siècle de notre ère, a documenté des méthodes consistant à blesser les arbres fruitiers pour augmenter leur rendement, décrivant comment les agriculteurs enfonçaient des pieux en bois à la base des arbres improductifs, ou tordaient et stressaient les branches principales jusqu'à ce que l'arbre redirige son énergie de la croissance vers la fructification.
Ce n'était pas de la cruauté. C'était une compréhension intuitive de la biologie végétale que ces agriculteurs avaient accumulée au fil de générations d'observations attentives. Un système de connaissances construit non pas dans des laboratoires, mais dans les champs, transmis de père en fils, d'une communauté agricole à l'autre, à travers des siècles de culture agricole méditerranéenne. Le même instinct est apparu indépendamment, à des milliers de kilomètres de là. Dans le Japon rural, les agriculteurs cultivant des plaques miniers et des pruniers ont développé un rituel qui a été pratiqué pendant si longtemps que ses origines exactes sont difficiles à retracer. À la fin de l'automne, après la récolte, un agriculteur prenait un maillet en bois et parcourait le verger, frappant chaque tronc avec des coups mesurés et délibérés. Ensuite, dans une tradition qui a survécu jusqu'à l'ère moderne dans certaines régions, l'agriculteur tenait une courte conversation rituelle avec l'arbre, lui demandant s'il avait l'intention de fructifier l'année suivante, et répondant à sa place « oui », il le ferait. La frappe et le rituel étaient compris comme un seul acte. Le stress physique et l'intention étaient inséparables. Ce que les agriculteurs comprenaient instinctivement et ce que nous comprenons maintenant scientifiquement, c'est que le coup était le message. L'arbre le recevait et y répondait. Au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Mésoamérique précoloniale, à travers des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles, des variations de la même pratique ont émergé. Les agriculteurs annelaient les arbres en coupant des anneaux peu profonds à travers l'écorce externe. Ils pliaient les branches et les fixaient dans des positions de stress pendant des semaines. Ils enfonçaient des clous en cuivre dans les troncs. Ils exposaient les racines et les laissaient affronter la saison sèche avant de les recouvrir. Chaque technique, à sa manière, délivrait le même signal biologique. Ta situation est précaire. Le moment de se reproduire est venu. Et puis, au XXe siècle, presque tout cela a disparu. Non pas parce que cela a cessé de fonctionner, non pas parce que quelqu'un a prouvé que c'était faux, cela a disparu parce que c'est devenu inutile, ou plutôt, parce qu'une industrie entière a vu le jour pour faire croire aux agriculteurs que c'était inutile. Le marché mondial des engrais, qui s'élève aujourd'hui à un peu moins de 200 milliards de dollars par an, s'est construit sur une seule prémisse fondamentale. Ce dont votre plante a besoin est toujours quelque chose que vous pouvez acheter. Azote, phosphore, potassium, stimulateur de floraison, hormones d'enracinement, auxine et gibérelline synthétiques dans des bouteilles soigneusement dosées avec des étiquettes à consonance scientifique. Les connaissances anciennes, la connaissance que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour un arbre fruitier ne coûte absolument rien, ont discrètement disparu à l'arrière-plan. Elles n'ont pas été supprimées de manière dramatique. Elles n'ont simplement plus jamais été mentionnées, plus jamais enseignées, laissées à l'abandon, pendant que l'industrie qui les a remplacées devenait l'un des secteurs agricoles les plus rentables de l'histoire humaine. Ce que les anciens agriculteurs savaient et ce que l'industrie n'a jamais annoncé, c'est que vous ne pouvez pas acheter la fructification de votre arbre si l'arbre a déjà décidé qu'il n'a aucune raison de fructifier. Et comprendre pourquoi il en est ainsi, comprendre la biologie réelle de ce qui se passe à l'intérieur d'un arbre lorsqu'il est frappé, stressé ou menacé, est le point où cette histoire devient véritablement extraordinaire. Voici quelque chose que la plupart des gens qui ont passé des années à jardiner ne mesurent toujours pas pleinement. Une plante n'est pas passive. Ce n'est pas une chose statique et silencieuse qui absorbe simplement ce que vous lui donnez et pousse en conséquence. Une plante est un organisme sensible qui recueille continuellement des informations sur son environnement, traite ces informations au niveau cellulaire et prend ce qui ne peut être décrit que comme des décisions sur la façon d'allouer ses ressources. Elle n'a pas de cerveau. Elle n'a pas de système nerveux comparable en aucune façon à celui d'un animal. Et pourtant, elle réagit à son monde avec une sophistication qui, une fois que vous la comprenez, rend l'idée de simplement verser de l'engrais sur un arbre en difficulté et d'attendre des résultats presque naïfs.
Le domaine d'étude qui examine comment les plantes perçoivent et réagissent au toucher physique, à la pression et à la force mécanique s'appelle la thigmomorphogenèse. Ce n'est pas une théorie marginale. Ce n'est pas une science alternative. C'est un domaine bien documenté et évalué par des pairs de la biologie végétale qui est étudié sérieusement depuis le début des années 1970, lorsqu'un chercheur nommé Mordecai Jaffe de l'Université de Columbia a commencé à publier des travaux qui allaient discrètement remodeler la façon dont les physiologistes végétaux comprenaient la croissance et le développement. Les premières expériences de Jaffe étaient d'une élégante simplicité. Il a soumis de jeunes plantes à des stimulations mécaniques répétées. Frottement, flexion, secousse, et à mesurer ce qui se passait. Ce qui s'est passé n'était pas ce à quoi la plupart des gens s'attendraient. Les plantes ne se sont pas affaiblies. Elles n'ont pas montré de signes de stress de la manière dont un animal le ferait. Au lieu de cela, elles ont changé. Elles sont devenues plus courtes et plus épaisses. Elles ont augmenté la densité de leurs parois cellulaires. Elles sont devenues, de manière mesurable et reproductible, structurellement plus fortes et biologiquement plus alertes. Ce que Jaffe avait documenté était l'équivalent végétal d'une réponse au stress. Non pas une réponse au dommage, non pas une réponse à la mort, mais une réponse d'adaptation. La plante a ressenti la pression mécanique, l'a interprétée comme une instabilité environnementale et a immédiatement commencé à se restructurer pour survivre à cette instabilité. Elle ne réagissait pas au fait d'être blessée. Elle réagissait à l'information selon laquelle son monde était devenu imprévisible et qu'elle devait s'y préparer en conséquence. Pour comprendre pourquoi cela est important pour la fructification, vous devez comprendre comment un arbre sain et bien nourri alloue son énergie au cours d'une saison de croissance donnée. Un arbre dans des conditions idéales, un bon sol, de l'eau fiable, aucune compétition, aucune menace, fonctionne dans ce que les biologistes végétaux appellent une phase de croissance végétative. Il se concentre entièrement sur sa propre expansion. Plus de feuilles, plus de branches, plus de masse racinaire, plus de hauteur. C'est l'arbre qui investit dans sa propre infrastructure, développant sa capacité à capter la lumière du soleil et l'eau, maximisant sa propre survie. Du point de vue de l'arbre, dans un environnement stable et confortable, c'est la stratégie rationnelle. Pourquoi dépenser de l'énergie à produire des fruits et des graines quand les conditions sont bonnes, que les ressources sont disponibles et qu'il n'y a aucune indication que quoi que ce soit sur le point de changer? L'arbre ne fructifie pas parce qu'il n'en a pas besoin. La reproduction, en termes biologiques, n'est pas un état par défaut. C'est une réponse à l'urgence. C'est cette intuition qui change tout, et c'est l'intuition à laquelle des milliers d'années d'observation agricole étaient déjà parvenues intuitivement, bien avant que Jaffe ne la mette dans un laboratoire. Ces agriculteurs romains battant leurs oliviers, ces agriculteurs japonais frappant leurs vergers de plaques miniers en automne, ils avaient compris, par pure observation à travers les générations, qu'il fallait interrompre le confort de l'arbre avant que l'arbre ne s'engage à produire des fruits. Ils ne connaissaient pas les mécanismes cellulaires. Ils ne connaissaient pas les protéines mécanosensibles intégrées dans les membranes cellulaires des plantes, ni les cascades de signalisation qui traduisent la pression physique en changement hormonal. Mais ils étaient arrivés à la même conclusion que la science végétale moderne finirait par atteindre grâce à des décennies de recherche contrôlée. L'arbre a besoin d'une raison pour se reproduire, et le confort n'est pas cette raison. Ce qui fournit cette raison, ce qui traduit un coup physique porté au tronc en une décision biologique de fleurir et de fructifier, est une molécule dont la plupart des gens ont entendu parler, mais que très peu comprennent dans ce contexte. Et quand vous apprenez ce qu'est cette molécule et ce que l'industrie en fait depuis des décennies, tout en vous disant de dépenser 50 $ pour une bouteille de stimulateur de floraison, le tableau devient considérablement moins confortable. Cette molécule est l'éthylène.
Et son histoire est là où tout devient beaucoup plus intéressant. L'éthylène est l'une des molécules organiques les plus simples qui existent. 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène, une double liaison entre eux. Une structure si minimale qu'elle est à peine qualifiée de chimie complexe. Et pourtant, cette molécule, produite naturellement à l'intérieur de chaque arbre fruitier que vous avez jamais vu, est le signal chimique le plus important dans la transition de la croissance végétative à la production reproductive. C'est la différence biologique entre un arbre qui pousse et un arbre qui fructifie. Et elle est au centre d'un secret industriel de plusieurs milliards de dollars depuis plus longtemps que la plupart des gens ne le réalisent. Lorsqu'un arbre subit un stress mécanique, lorsque son tronc est frappé, lorsque ses branches sont pliées, lorsque son système racinaire est perturbé par la sécheresse ou la pression, les cellules du tissu stressé font quelque chose d'immédiat et de mesurable. Elles activent une voie enzymatique appelée voie de l'ACC synthase, qui commence à convertir un acide aminé commun en une molécule précurseur qui, en quelques heures, se transforme en gaz éthylène. L'éthylène ne reste pas localisé. Il se déplace à travers le tissu vasculaire de l'arbre, se propageant vers l'extérieur à partir du point de stress, et lorsqu'il atteint le tissu méristématique, les régions en croissance active près des extrémités des branches et des bourgeons floraux, il délivre un signal qui annule complètement le programme de croissance végétative. Le message, traduit en termes biologiques, est sans ambiguïté. Les conditions sont devenues instables. L'expansion structurelle n'est plus la priorité. La reproduction l'est. L'arbre réagit en faisant exactement ce que ces anciens agriculteurs méditerranéens l'ont observé faire. Il cesse de pousser de l'énergie dans de nouvelles feuilles et branches, et il redirige cette énergie vers l'initiation florale. Les bourgeons floraux qui étaient restés dormants commencent à s'activer. Les ratios hormonaux changent, les gibérellines, qui favorisent la croissance végétative, sont supprimés, tandis que les signaux qui favorisent la floraison et la fructification passent au premier plan. L'arbre, ayant reçu l'information que sa situation physique pourrait se détériorer, prend la seule décision biologique logique qui s'offre à lui. Si cela pourrait être ma dernière saison, je dois laisser quelque chose derrière moi. Ce qui rend cette histoire considérablement plus sombre et considérablement plus pertinente pour chaque dollar que vous avez jamais dépensé en stimulants commerciaux pour arbres fruitiers, c'est ce que l'industrie agricole a appris sur l'éthylène il y a environ un siècle et ce qu'elle a fait de ses connaissances depuis. Dès les années 1930, les scientifiques spécialisés dans les plantes, travaillant pour de grandes exploitations agricoles, avaient identifié l'éthylène comme la principale hormone responsable de la maturation des fruits. Au milieu du siècle, l'industrie avait développé des systèmes de diffusion d'éthylène synthétique, notamment un composé appelé étéphon, qui libère du gaz éthylène lorsqu'il entre en contact avec les tissus végétaux, et avait commencé à les utiliser à l'échelle industrielle. Aujourd'hui, l'étéphon et ses dérivés sont appliqués à une vaste gamme de cultures commerciales. Des tomates, cueillies, vertes et mûries, dans des installations de stockage, des ananas synchronisés pour fructifier simultanément pour l'efficacité de la récolte, des cerises et des noix traitées pour tomber des arbres à temps pour la récolte mécanique. Le marché mondial des produits chimiques agricoles synthétiques à base d'éthylène s'élève actuellement à bien plus de 4 milliards de dollars par an, intégré dans un marché plus large des stimulants de culture et des régulateurs de croissance des plantes qui dépassent les 8 milliards de dollars par an. L'industrie sait, avec une certitude scientifique précise, depuis près d'un siècle que l'éthylène déclenche la fructification et la maturation. Ils ont construit un marché de 8 milliards de dollars sur cette connaissance. Et la chose qu'ils n'ont jamais eu d'intérêt financier à vous dire, la chose qui est omise de chaque étiquette de produit, de chaque consultation en jardinerie, de chaque publicité YouTube pour une formule de stimulateur de floraison, c'est que votre arbre sait déjà comment produire de l'éthylène. Il le fait depuis bien avant la fabrication de la première version synthétique.
Il a juste besoin du bon signal pour le faire au bon endroit et au bon moment. Ce signal ne coûte rien. Il ne nécessite aucun diplôme en chimie, aucun abonnement mensuel à un service de produits de jardinage, aucune bouteille de quoi que ce soit à 45 $. Il nécessite de comprendre que l'arbre n'est pas cassé, ni déficient, ni dans le besoin de quelque chose que vous devez acheter. Il nécessite de comprendre que l'arbre attendait, non pas des nutriments, mais des informations. Maintenant, avant que cela ne commence à ressembler à un remède miracle garanti pour chaque arbre improductif existant, il y a quelque chose d'important qui doit être dit clairement, car la crédibilité compte plus qu'un récit parfait. Ce mécanisme ne fonctionne pas aussi bien dans toutes les situations, et l'appliquer de manière incorrecte peut causer de réels dommages. Un arbre qui est réellement carencé en nutriments, à l'étroit dans ses racines ou porteur d'une infection fongique, ne réagira pas à la stimulation mécanique de la même manière qu'un arbre sain, car sa voie de l'éthylène est déjà dérégulée par d'autres facteurs de stress. Et ajouter un stress physique par-dessus un stress biologique existant est plus susceptible de le pousser vers le déclin que vers la floraison. Un très jeune arbre, qui établit encore son système racinaire et sa structure vasculaire, ne devrait jamais être soumis à un stress du tronc d'aucune sorte. Et la force appliquée compte énormément. Il y a une différence biologique significative entre le niveau de stimulation mécanique, qui active les voies de signalisation du stress, et le niveau qui endommage le tissu du phloème, qui est la couche juste sous l'écorce responsable du transport des sucres dans tout l'arbre. Endommagez le phloème et vous n'obtenez pas plus de fruits. Vous obtenez un arbre mourant. La technique fonctionne, et la science est sans ambiguïté sur le fait qu'elle fonctionne, spécifiquement pour les arbres qui sont matures, bien établis, véritablement sains et coincés dans ce que les biologistes végétaux appellent la dominance végétative. La condition d'être si confortable, si bien pourvu en ressources, si libre de toute menace, que l'arbre n'a tout simplement jamais reçu de raison biologique convaincante de passer du mode de croissance à la reproduction. Ce qui nous amène à la question qui recadre toute cette conversation. Non pas pourquoi le stress mécanique provoque-t-il la fructification, mais pourquoi tant d'arbres sains et bien nourris refusent-ils de fructifier en premier lieu? Pourquoi le confort devient-il l'ennemi de la récolte? Il existe un concept en biologie végétale qui explique mieux pourquoi votre arbre fruitier ne produit pas que n'importe quel tableau de carence en engrais ne le fera jamais. Et cela s'appelle la dominance végétative. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble. C'est une stratégie biologique parfaitement rationnelle que votre arbre exécute avec une précision absolue. Et une fois que vous l'aurez comprise, vous réaliserez que toute la catégorie des produits stimulateurs de floraison présents sur les étagères des jardineries aggrave le problème, dans un sens très spécifique et mesurable. Un arbre en dominance végétative a fait un calcul. Pas consciemment, pas avec quoi que ce soit qui ressemble à une intention, mais au niveau de l'équilibre hormonal et de l'allocation des ressources, il est arrivé à une position. L'environnement est stable, les ressources sont suffisantes, il n'y a aucune menace détectable pour la survie, et par conséquent, la stratégie optimale est de continuer à étendre la masse végétative. Plus de surface foliaire signifie plus de photosynthèse. Plus de photosynthèse signifie plus d'énergie stockée. Plus d'énergie stockée signifie un organisme plus fort et plus compétitif. D'un point de vue purement évolutif, dans un environnement stable et confortable, c'est le comportement correct. L'arbre ne dysfonctionne pas. Il fonctionne exactement comme la sélection naturelle l'a conçu pour fonctionner lorsque les conditions sont bonnes. Le problème, de votre point de vue en tant que personne qui a planté cet arbre spécifiquement pour manger ses fruits, c'est que les conditions sont bonnes et précisément l'état que vous avez travaillé si dur à créer. Chaque sac d'engrais équilibré que vous avez appliqué a dit à l'arbre que le sol était riche et fiable. Chaque programme d'arrosage régulier a dit à l'arbre que le stress hydrique n'était pas une préoccupation.
Chaque couche de paillis protecteur a dit à l'arbre que l'environnement racinaire était stable et confortable. Vous étiez, avec les meilleures intentions du monde, en train d'envoyer à l'arbre un flux continu de signaux qui s'additionnaient en un seul message biologique. Il n'y a pas d'urgence ici. Continue de pousser. Il n'y a pas encore de raison de se reproduire. Et l'arbre a écouté. Parce que c'est ce que font les arbres. Ils écoutent leur environnement avec une sensibilité extraordinaire et ils réagissent à ce que l'environnement leur dit réellement, pas à ce que vous voulez qu'ils fassent. C'est la partie de la conversation que l'industrie des engrais à 200 milliards de dollars est structurellement incapable d'avoir avec vous. Car la version honnête de cette conversation se termine par le fait que vous achetez moins de leurs produits, pas plus. La version honnête ressemble à peu près à ceci. Si votre arbre est sain, bien nourri et refuse de fructifier, ajouter plus de nutriments n'est presque certainement pas la réponse. Les suppléments de phosphore commercialisés spécifiquement comme promoteurs de floraison, des produits qui se vendent entre 30 dollars et 80 dollars pour l'approvisionnement d'une seule saison, fonctionnent sur l'hypothèse que l'arbre ne fleurit pas, parce qu'il manque de matières premières pour fabriquer des fleurs. Mais un arbre en dominance végétative ne manque pas de matières premières. Il a des matières premières en abondance. Ce qui lui manque, c'est une raison de les utiliser pour la reproduction, plutôt que pour la croissance. Lui donner plus de phosphore dans cette situation équivaut à remplir la cuisine de quelqu'un avec plus de provisions, alors que la raison pour laquelle il ne cuisine pas est qu'il n'a pas encore faim. Les ingrédients n'ont jamais été le problème. La réalité hormonale de la dominance végétative se centre sur un équilibre entre deux signaux concurrents. Les gibérellines, une classe d'hormones de croissance produites principalement dans les extrémités des pousses en croissance active, favorisent l'élongation cellulaire, l'expansion des feuilles et le développement végétatif. Ce sont les hormones de l'abondance et de l'expansion. S'y opposant, dans le contexte de la transition reproductive, se trouve le basculement vers l'éthylène et vers une réduction du flux d'auxine qui maintient la dominance apicale. La priorisation de la croissance vers le haut, sous contrôle. Lorsque la signalisation des gibérellines est dominante et que les niveaux d'éthylène sont faibles, l'arbre reste végétatif. Lorsque quelque chose perturbe cet équilibre, lorsque l'éthylène augmente, lorsque la production de gibérelline est interrompue, lorsque le système de détection du stress de l'arbre détecte une instabilité, le ratio hormonal change et le tissu méristématique qui fabriquait des feuilles commence à fabriquer des fleurs à la place. Le stress mécanique fait basculer cet équilibre directement. Un coup ferme porté au tronc traverse le bois sous forme d'ondes de pression, active les canaux ioniques mécanosensibles dans les cellules de tout le tissu stressé, déclenche la voie de l'ACC synthase et, dans les 12 à 72 heures, produit une augmentation mesurable de la concentration d'éthylène dans les tissus cambiaux et méristématiques. Le ratio gibérelline-chapit-éthylène change. La dominance végétative est interrompue. L'arbre, lisant son environnement comme soudainement moins stable qu'il ne l'était, réaffecte ses ressources. Ce qui est particulièrement frappant à ce sujet, et ce qui rend l'écart entre les connaissances agricoles traditionnelles et les conseils de jardinage commercial moderne si difficile à expliquer de manière charitable, c'est que la transition de la croissance végétative à la production reproductive déclenchée par le stress mécanique produit des résultats qui sont, dans des essais de recherche documentés, comparables à ceux obtenus par les régulateurs de croissance des plantes commerciaux à une fraction du coût. Une étude de 2003 examinant les effets de la stimulation mécanique sur la floraison des pommiers a révélé des augmentations statistiquement significatives de l'initiation des bourgeons floraux suite à des traitements de stress du tronc. La recherche sur les agrumes a montré des résultats similaires. Le mécanisme n'est pas obscur, ni contesté, ni préliminaire. C'est une science végétale établie. Il existe simplement dans la littérature académique, plutôt que sur l'étiquette d'un produit,
ce qui signifie qu'il n'a pas de budget marketing, pas de placement en magasin et aucune base financière pour le pousser dans la conversation grand public. Vous n'êtes pas un jardinier qui a échoué. Vous êtes un jardinier qui a fait ses achats dans un magasin qui n'a jamais été conçu pour vous donner la seule information qui aurait résolu votre problème gratuitement. Cela change dès maintenant. Voici donc exactement ce que vous devez faire. Pas approximativement, pas en théorie, exactement, avec les détails spécifiques qui différencient une technique efficace d'une technique qui cause des dégâts suite à une application négligente. La première chose que vous devez déterminer avant même de toucher l'arbre est de savoir si votre arbre est réellement un candidat pour cette méthode. La technique fonctionne spécifiquement sur les arbres qui remplissent simultanément toutes les conditions suivantes. L'arbre a au moins 3 à 4 ans et est en terre depuis assez longtemps pour avoir développé un système racinaire pleinement établi. L'arbre est véritablement en bonne santé, ce qui signifie que le feuillage est dense et vert, qu'il n'y a aucun signe visible d'infection fongique ou de dégâts causés par des ravageurs sur l'écorce ou les feuilles, et que l'arbre a poussé vigoureusement. Et l'arbre a été en dominance végétative pendant au moins une saison complète, ce qui signifie qu'il a bien poussé l'année dernière, mais a produit peu ou pas de fruits malgré des conditions apparemment bonnes. Si votre arbre est en difficulté, si les feuilles jaunissent, si la croissance a été faible, si l'écorce présente des fissures, une décoloration ou une texture inhabituelle, arrêtez. Cet arbre a besoin d'un diagnostic et d'un traitement, pas d'une stimulation mécanique. Stresser un arbre déjà affaibli ne déclenche pas la réponse de survie-reproduction. Cela accélère son déclin. En supposant que votre arbre soit éligible, le moment choisi est la variable la plus importante de tout le processus. Vous devez appliquer la stimulation mécanique au moment de la saison de croissance, où l'arbre passe de la dormance à la croissance active, lorsque les bourgeons commencent à gonfler, mais avant qu'une feuillaison significative n'ait eu lieu. Dans la plupart des climats tempérés, cette fenêtre se situe du début à la mi-printemps, généralement entre fin février et début avril, selon votre emplacement précis et l'espèce particulière avec laquelle vous travaillez. La raison pour laquelle ce moment est si crucial renvoie directement à la biologie hormonale abordée précédemment. Vous essayez d'introduire un signal d'éthylène précisément au moment où le tissu méristématique prend ses décisions initiales d'allocation pour la saison, avant qu'il ne se soit totalement engagé dans la croissance végétative, alors qu'il est encore dans la phase où un signal de stress peut réorienter cet engagement vers l'initiation florale. Appliquer la technique trop tôt, alors que l'arbre est encore en pleine dormance, et la machinerie hormonale qui répond à l'éthylène n'est pas encore assez active pour réorienter la croissance. Appliquez-la trop tard, après la pleine feuillaison, et le programme végétatif tourne déjà à plein régime, les décisions d'allocation des ressources ont déjà été prises, et le signal arrive trop tard pour les modifier pour cette saison. Pour l'outil, vous avez 2 bonnes options et une limite importante. Un journal roulé aussi serré que possible, plus le rouleau est serré, plus l'onde de pression qu'il délivre est concentrée, fonctionne très bien et présente l'avantage supplémentaire d'être un objet que la plupart des gens ont à portée de main. Un morceau de tuyau en caoutchouc ou un maillet en caoutchouc souple permet d'obtenir un résultat similaire. Ce que vous recherchez dans un outil, c'est quelque chose qui délivre une pression ferme et ciblée, sans être assez dur pour briser l'écorce ou comprimer le cambium. Voici la limite. N'utilisez pas de gourdin en bois, d'outils en métal, de marteau ou quoi que ce soit d'assez rigide pour qu'un coup ferme puisse fissurer ou bosseler la surface de l'écorce. L'écorce doit rester visuellement intacte après le traitement. Si vous observez des fissures, des éclatements ou un quelconque enfoncement à la surface de l'écorce après un coup, c'est que vous avez appliqué trop de force avec un instrument trop dur. Et vous devez vous arrêter et surveiller cette zone pour détecter tout signe d'infection au cours des semaines suivantes.
Les coups eux-mêmes doivent être appliqués sur le tronc principal, dans la section comprise entre environ 30 cm au-dessus du niveau du sol et le point où commencent les premières branches principales. Vous ciblez la section du tronc où le tissu vasculaire est le plus concentré et où une onde de pression se propagera le plus efficacement dans le système de signalisation interne de l'arbre. Frappez avec un mouvement ferme et délibéré, d'une force comparable à celle de frapper fort à une porte en bois massif, et faites le tour de la circonférence du tronc en donnant des coups environ tous les 7 à 10 cm sur tout le cercle. Un passage complet autour du tronc est suffisant pour la plupart des arbres. Pour un arbre plus grand avec un diamètre de tronc supérieur à 15 cm, 2 passages effectués à des jours différents et espacés d'environ une semaine produiront un signal plus fort, sans concentrer le stress en un seul événement. Après le traitement, ne fertilisez pas abondamment pendant au moins 6 semaines. C'est crucial, et c'est l'étape que la plupart des gens ratent, car elle va à l'encontre de tous les instincts développés par des années de conseils de jardinage conventionnels. Ce que vous venez de faire, c'est envoyer à l'arbre un signal d'instabilité environnementale. Si vous faites immédiatement suivre ce signal d'un apport important en azote, vous inondez l'arbre avec les précurseurs hormonaux exacts qui favorisent la croissance végétative, contrecarrant directement le signal d'éthylène que vous venez de vous efforcer de créer. Laissez l'arbre assimiler le signal de stress. Arrosez normalement. Si le sol est véritablement pauvre, une légère application d'engrais faibles en azote et modérée en phosphore est acceptable. Mais l'objectif pour les 6 semaines suivant le traitement est d'éviter de dire à l'arbre que tout va bien et que les ressources sont abondantes. Surveillez les signes de réaction au cours des 4 à 10 semaines suivant le traitement. Chez un arbre qui a bien réagi, vous observerez généralement un ralentissement de l'allongement des pousses végétatives. Les nouvelles pousses, longues et vigoureuses, qu'un arbre en dominance végétative produit tôt dans la saison, seront plus courtes et moins nombreuses que les années précédentes. Ce n'est pas un signe que l'arbre est en difficulté. C'est un signe que l'allocation des ressources a changé. Peu de temps après, dans le cas d'une réponse réussie, vous commencerez à voir le développement de bourgeons floraux à l'extrémité des branches et sur les dards latéraux, qui, lors des saisons précédentes, ne produisaient que des feuilles. Si l'arbre ne montre aucune réaction lors de la première saison, la technique peut être répétée le printemps suivant, avec une intensité légèrement accrue. Certains arbres, en particulier ceux qui ont été en profonde dominance végétative pendant de nombreuses années, nécessitent 2 saisons de stimulation mécanique avant que l'équilibre hormonal ne bascule de manière convaincante. Ici, la patience n'est pas une attente passive, elle fait partie de la méthode. Il existe 2 techniques alternatives qu'il est utile de connaître pour les situations où la frappe du tronc seul pourrait ne pas suffire. La première est l'incision annulaire partielle. Utilisez un couteau bien aiguisé pour couper une rainure peu profonde à travers l'écorce externe sur un cercle des 3/4 autour du tronc, en s'arrêtant avant de terminer le cercle complet pour éviter de couper entièrement le flux d'eau. Cela interrompt le flux descendant des sucres à travers le phloème du côté coupé, créant une accumulation localisée de glucides au-dessus de la coupe qui déplace davantage l'équilibre hormonal vers la reproduction. C'est plus invasif que la frappe du tronc et doit être abordé avec prudence, mais son histoire est documentée depuis les pratiques agricoles romaines jusqu'à l'arboriculture commerciale moderne, où l'incision annulaire partielle des vignes et de certains arbres fruitiers est encore utilisée comme technique standard de gestion des rendements. La deuxième variante est le positionnement des branches. Plier les pousses verticales vigoureuses vers le bas et les fixer dans une position plus horizontale pendant 4 à 6 semaines au début du printemps. Les branches horizontales subissent un flux d'auxine réduit depuis le méristème apical, ce qui diminue leur dominance végétative et favorise la formation de bourgeons floraux latéraux. Cette technique ne nécessite aucun outil au-delà de quelques longueurs de lien de jardinage souples,
et ne produit aucun stress sur l'écorce, ce qui en fait la première approche privilégiée pour les jeunes arbres, ou les arbres pour lesquels vous souhaitez éviter tout risque d'endommager l'écorce. Les connaissances que recèlent ces trois techniques, la stimulation du tronc, l'incision annulaire partielle et le positionnement des branches, représentent plusieurs milliers d'années d'observations agricoles accumulées, confirmées par la science végétale des XXe et XXIe siècles, et sont à votre disposition dès maintenant pour un coût qui s'arrondit à zéro. Elles ont toujours été vôtres. Elles ne vous ont simplement jamais été vendues, car on ne peut pas bâtir une industrie de 200 milliards de dollars en disant aux gens de rouler un journal. Il y a un moment que beaucoup de gens vivent au beau milieu de l'apprentissage de ce genre de choses. Un moment où l'information cesse de ressembler à une astuce de jardinage, pour devenir tout à fait autre chose. Comme une prise de conscience, petite mais significative, de la relation entre ce qu'on vous a dit dont vous aviez besoin et ce dont vous avez réellement besoin. Sur la distance entre la solution qui coûte de l'argent et la solution qui ne coûte rien. Sur la part de ce qui est commercialisé comme une expertise et qui n'est en réalité que la commercialisation d'un savoir qui était librement disponible bien avant que quiconque ne trouve le moyen de le mettre en bouteille et de le facturer 50 dollars. Ce moment mérite qu'on s'y attarde, car il s'étend bien au-delà des arbres fruitiers. L'histoire de la thigmomorphogenèse, de l'éthylène, de la dominance végétative et des anciens agriculteurs qui comprenaient intuitivement ce qu'il a fallu des décennies à la science du XXe siècle pour documenter formellement, n'est pas vraiment l'histoire d'une technique de jardinage. C'est l'histoire de ce qui arrive au savoir traditionnel, lorsque les intérêts industriels deviennent suffisamment importants pour les remplacer. C'est l'histoire d'un marché des engrais de 200 milliards de dollars et d'un marché des régulateurs de croissance végétale de 8 milliards de dollars qui sont tous deux construits, du moins en partie, sur le remplacement systématique de méthodes qui les précèdent de plusieurs milliers d'années et qui ne coûtent rien à mettre en œuvre. C'est l'histoire de la différence entre un système de connaissances conçu pour vous rendre capable et un système de connaissances conçu pour vous rendre dépendant. Les agriculteurs qui battaient leurs oliviers dans la Grèce antique n'étaient pas primitifs. Ils n'étaient pas superstitieux. Ils étaient les praticiens d'une tradition empirique. Observation, hypothèse, application répétée, perfectionnement au fil des générations, qui a abouti à des conclusions scientifiquement valides par une voie complètement différente de celle que nous appelons aujourd'hui la recherche. Ils n'avaient pas besoin d'un laboratoire pour comprendre qu'un arbre menacé fructifie et qu'un arbre à l'aise grandit. Ils avaient seulement besoin de prêter une attention particulière à ce que font réellement les arbres et de transmettre cette attention à travers les générations sans laisser personne les convaincre que les anciennes méthodes étaient inférieures à ce qui était actuellement vendu. Cette chaîne d'attention a été brisée, pas violemment, ni par un événement dramatique unique, mais progressivement et commercialement, par le message lent et constant selon lequel les produits modernes étaient plus fiables, plus scientifiques, plus efficaces que les connaissances accumulées par des personnes qui cultivaient de la nourriture depuis des millénaires sans rien acheter. Une partie de ce message était vraie. De véritables avancées dans la science végétale ont produit de réels bénéfices pour l'agriculture. Mais une autre partie, une part importante de ce qui est vendu chaque année dans les jardineries et les catalogues de fournitures agricoles, est une couche commerciale superposée à un savoir qui était déjà complet, déjà fonctionnel, déjà le vôtre. Ce que vous faites de cette compréhension est, bien sûr, entièrement votre choix. Vous pouvez entrer dans une jardinerie au printemps prochain et acheter le stimulateur de floraison, le supplément de phosphore et le spray d'hormones synthétiques, et votre arbre réagira ou non, et l'industrie qui vous les a vendus continuera de fonctionner à 200 milliards de dollars par an, quoi qu'il arrive. Ou bien vous pouvez rouler un journal, marcher jusqu'à cet arbre au début du printemps, lorsque les bourgeons commencent tout juste à gonfler,
et délivrer le message le plus ancien et le plus scientifiquement fondé de l'histoire de l'arboriculture fruitière. J'ai besoin que tu te souviennes que c'est important, que cette saison compte, que le moment de donner tout ce que tu as, c'est maintenant. L'arbre comprendra. Il a toujours compris. Il attendait simplement que quelqu'un parle le bon langage. Si cela a changé votre façon de penser à ce dont votre jardin a réellement besoin, pas seulement l'arbre, mais tout le reste, le sol, l'eau, les intrants que vous avez achetés en supposant que plus c'est toujours mieux, alors partagez ceci avec quelqu'un qui a un arbre qui ne produit pas. Pas comme une astuce de jardinage, comme une information qui leur appartient et qui n'était jamais censée coûter quoi que ce soit. C'est ainsi que ce genre de savoir survit. Non pas grâce à des algorithmes, ni à des budgets publicitaires, mais grâce à des personnes qui ont trouvé quelque chose de vrai et ont décidé que cela valait la peine d'être transmis. La prochaine vidéo ira encore plus loin dans cette idée, en explorant une technique que les anciens agriculteurs chinois utilisaient pour transformer un sol complètement épuisé et compacté en l'une des terres de culture les plus productives imaginables, en utilisant rien d'autre que du temps, de l'observation et un matériau auquel chaque personne qui regarde ceci a déjà accès gratuitement. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a fait remettre en question une seule supposition sur ce dont votre jardin a besoin, ce qui suit vous en fera remettre en question plusieurs autres.